Et voilà, il y a eu du changement en fait ici, tout simplement, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi, il y a un truc qui me plaît, c'est l'objet que j'ai récupéré aujourd'hui. Regardez-moi, ça est dans une belle boîte là. Il me fait un petit peu peur celui-là, voilà, j'ai le cœur qui bat un petit peu. Vous allez comprendre pourquoi. Il s'agit en fait, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, d'un des lasers les plus puissants du monde, tout simplement. Abusez la taille de ce bordel, en fait. On dirait tout simplement un sabre laser de Star Wars. Il n'y a pas les piles dedans, encore une fois, là tout de suite, donc il va pas fonctionner là maintenant. C'est énorme, on dirait vraiment un sabre laser. Regardez. Donc oui, un laser surpuissant, tout simplement, j'avais envie de l'essayer. Voilà, les lasers, c'est un truc quand même qui intrigue un petit peu tout le monde. Il y a les piles, le petit bloc pour recharger les piles, les lunettes de protection évidemment, parce que là, avec celui-là, disclaimer très important, il faut vraiment pas déconner avec un laser de ce type-là. Hein. C'est pas du tout un jouet, c'est pas fait pour rigoler ou quoi que ce soit. Là, je vais l'essayer à titre d'essai. Voilà. Mais à côté de ça, il faut faire extrêmement attention. D'ailleurs, ne vous le procurez pas, ça sert à rien. On teste ça ensemble sur la chaîne parce que voilà, c'est un petit peu le concept. Hein. J'essaye des objets insolites, en tout genre, etc. Même si vous avez ce genre de petits modèles, là, faites attention même avec celui-là hein, d'ailleurs. Donc avec ça, on rigole zéro, ok? Très très attention. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais commencer par l'ouvrir en fait. Voilà. Et je vais y mettre les deux petites piles. J'ai déjà un petit peu peur. Là. Ok, donc là il est complètement setupé. J'ai juste tout simplement appuyer sur ce bouton là, juste ici. Donc évidemment ce laser est tellement puissant qu'il peut brûler des trucs en fait. A priori il peut allumer des allumettes, il peut brûler des petits morceaux de papier, brûler enfin tout un tas de trucs en fait, tellement il est puissant. On va le tester, on va le mettre en condition hein, finalement. Je vais donc essayer avec la fameuse allumette. Hein. Test. Putain, ah oui, ça marche très très bien, mais ça marche très très vite même en fait. Oh là 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 là. Effectivement, c'est un vrai délire en fait ce truc. C'est vraiment, une fois que j'arrive à focaliser le faisceau sur l'allumette, ça prend, allez, 2 secondes maximum. Donc aujourd'hui, on va parler de Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. De laser en fait. Et donc comme vous avez pu le voir, j'en ai reçu un plutôt cool. Oula. C'est bon. Et surtout en fait, ultra puissant. Comme je le disais, on dirait vraiment un sabre laser. Hein. Il a une allure de sabre laser, c'est acté, c'est validé. Mais alors évidemment, même s'il ne coupe pas en deux les gens comme dans Star Wars, il reste, comme je l'ai déjà dit, très dangereux. Donc je vous préviens une fois de plus, hein, c'est important, c'est pas un jouet. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est donc livré avec des lunettes de protection, hein, et c'est aussi pour ça que son usage est ultra réglementé. Ultra réglementé, voire illégal en fait, en fonction des situations. Celui-là, a priori, voilà. On distingue 5 classes différentes de lasers. Ceux de classe 1 sont globalement sans danger, ce sont ceux des lecteurs CD et des imprimantes par exemple. Ceux de classe 2 d'une puissance inférieure ou égale à 1 mW peuvent présenter un danger, mais ça va encore. On les retrouve dans les lecteurs de code barre ou les petits lasers pour faire des présentations en classe par exemple. Ensuite on a les 3A, d'une puissance inférieure à 5 mW. Des pointeurs laser plus puissants donc évidemment plus dangereux. Ensuite on a les 3B et là on rentre dans les pointeurs laser, évidemment toujours dangereux pour la vision directe, tu vois. Tu regardes, hop là c'est dangereux. Ils sont utilisés à des fins carrément militaires ou médicales et possèdent une puissance comprise entre 5 et 500 mW. Et enfin, au-delà de 500 mW, on a les lasers de classe 4. Ça fait des petits frissons hein, quand je le dis. Des lasers utilisés pour couper, percer ou marquer des matériaux, comme par exemple les lasers chirurgicaux. Forcément, c'est hyper dangereux. Et au-delà de la classe 2, de toute façon, l'utilisation des lasers est fortement réglementée et réservée en fait à des fins spécifiques. Celui-là, mesdames et messieurs, après recherche, c'est un laser de classe 4. Il est donc en fait supérieur à une puissance de 500 mW. C'est donc pas un jouet du tout. Et de toute façon, ça se voit. Hein. Tu pointes un truc, ça brûle très vite. C'est pas un jouet. Attention, moi je vous le présente uniquement à des fins d'explication, de vulgarisation scientifique, etc. C'est pas un jouet. En vrai, c'est tellement bourrin que je pense que tu as clairement moyen de faire partir un feu avec ça. Tu vois. Même si tu le veux pas. C'est pour ça que c'est très dangereux. Alors, on va essayer. Je prépare mon petit truc pour l'expérience du feu. Voilà, c'est parti. Bon, ça m'a l'air quand même assez compliqué de faire partir un feu, c'est plutôt une bonne chose a priori. Bon, par contre, cramer des trucs, ça, c'est bon. Hein. Ça reste assez incroyable. Faites attention avec les lasers, hein, d'accord? Du coup, quand même, quand est-ce que ça a été créé le laser? C'est important. Eh bien, ça tombe bien puisque cette année, voilà, le laser fête ses 60 ans. Bon anniversaire, mais il faut remonter 2 fois plus loin que ça pour comprendre un petit peu qui a inspiré cette invention. En 1900,
Ouais, ça fait long. Ce sont les travaux du physicien allemand Max Planck sur la théorie des quanta qui permettront de mieux comprendre le comportement de l'énergie à très petite échelle. Et c'est ce qui posera les bases de la mécanique quantique. En 1917, c'est Albert Einstein en personne qui émettra la théorie rendant par la suite possible la création du laser. L'émission stimulée. Alors pour bien comprendre ce qu'est l'émission stimulée, il faut savoir qu'un atome peut absorber un photon si celui-ci fait passer un de ses électrons sur un niveau d'énergie existant. Si la quantité d'énergie transmise à l'électron est suffisante, celui-ci passera d'un état fondamental à un état excité, détruisant le photon au passage. C'est ce qu'on appelle en physique l'absorption. Ensuite, il faut savoir qu'un système quantique placé dans un état excité retombera nécessairement dans un état de plus basse énergie. Et ça par émission d'un photon. On appelle ça l'émission spontanée. Ces changements d'orbite des électrons dans un atome sont à l'origine de la lumière, tout simplement. Il existe donc, comme je le disais, une troisième possibilité de transmission théorisée par le fameux Albert Einstein, l'émission stimulée. Pour faire simple, admettons que pour passer d'un état fondamental à excité, notre électron nécessite une quantité d'énergie très spécifique, genre un expresso, pour imaginer. Café. Eh bien, en balançant un photon ayant exactement la même quantité d'énergie, à savoir un expresso, près d'un électron déjà excité, on va forcer celui-ci à redescendre à son état fondamental en relâchant un photon. Sauf que ce photon-là, il est très spécial. Il est en tout point identique au photon incident. Même énergie, même fréquence, même phase et même longueur d'onde. En gros, l'émission stimulée, ça permet de cloner un photon. Et ça, les amis, c'est la base du laser. Sauf qu'en temps normal, la plupart des atomes au repos à température ambiante possèdent des électrons quasiment tous à l'état fondamental. Du coup, il faut quelque chose pour les exciter, nos électrons. Alors non, pour ça, pas besoin d'expresso. Il existe en fait deux solutions. Soit via décharge électrique, en produisant des chocs entre les électrons excités et ceux du matériau, ou bien via une technique appelée le pompage optique. Cette technique, mise au point par le physicien français Alfred Kastler, consiste en une décharge de photons, comme un flash, qui va exciter les électrons par absorption. Donc, en fait, on envoie masse de photons sur les électrons afin de les exciter, puis, une fois excités, ceux-ci vont pouvoir cloner d'autres photons. Il est nécessaire d'avoir dans ce milieu plus d'atomes dans un état haut, c'est-à-dire avec des électrons excités, que d'atomes dans un état bas, pour que l'amplification du champ électromagnétique fonctionne. Si l'on envoie des photons sur un ensemble d'atomes dont une trop grande partie sont dans un état bas, il va y avoir une grande quantité de ces photons qui seront simplement absorbés et non reproduits. Il faut donc en fait obtenir plus d'atomes dans un état haut que dans un état bas au sein de cet ensemble, et c'est ce qu'on appelle une inversion de population. C'est un peu technique, mais voilà, c'est quand même assez passionnant. Et c'est donc à ça que sert le pompage optique. En bombardant de flash cet ensemble d'atomes en continu, on peut le garder en état haut. C'est un peu comme une boîte de nuit finalement. On envoie les stroboscopes et le son à fond sur la piste pour garder tout le monde au max. Tu vois, je pense que ça résume assez bien le truc. Oh, j'ai une idée. J'ai un petit restant de mousse phonique comme ça de l'installation de ce nouveau studio. C'est vraiment ultra beau. Ok, bon, c'est cool. Toutes ces histoires de pompage optique et d'électrons vénères, c'est bien. Mais comment est-ce qu'on crée un laser du coup? Coucou, le trou fait par le laser. Du coup, oui, comment est-ce qu'on met tout ça en pratique pour créer un laser comme ça? Eh bien, c'est sans doute la même question que s'est posée le physicien américain Theodore Maiman en 1960, lorsqu'il créa, s'il vous plaît, le premier laser de l'histoire. Reprenons donc les travaux d'Einstein, ainsi que ceux des physiciens Arthur Shallow et Charles Towne entre-temps. Son dispositif, si vous voulez, il se présentait de cette manière. Un cristal de rubis synthétique de forme cylindrique, autour duquel s'enroule une lampe flash, et dont on recouvre les extrémités d'une fine couche d'argent afin de servir de miroir. L'un de ces miroirs est en fait semi-réfléchissant et laisse passer environ 5% de la lumière. En bombardant de photons le cylindre de rubis, on excite les électrons au cœur de ces atomes, ce qui entraîne une réaction en chaîne via la réaction d'émission stimulée dont je parlais plus tôt. Les rayons de lumière qui ne sont pas parallèles avec les cylindres vont s'en échapper, tranquillement, ça dégage, puisque seules ces extrémités sont recouvertes d'argent, tandis que les rayons parallèles à l'axe du cylindre vont se réfléchir contre ces extrémités, gagnant en intensité. Si vous vous souvenez bien quand même, je vous ai dit tout à l'heure que tous les photons produits de cette manière possèdent tous la même longueur d'onde. Je l'ai dit. Ah si, je l'ai dit, ça veut donc dire la même couleur. C'est d'ailleurs pour ça qu'un laser blanc n'existe pas. Tu captes? Puisque la lumière blanche est composée de différentes longueurs d'onde. Tu avais peut-être capté. Et si tu n'avais pas capté, c'est pas grave. Et c'est aussi pour ça que les lasers n'existent majoritairement qu'en 3 couleurs différentes. Rouge, vert et bleu. Les couleurs primaires. Chaque couleur produite en dehors de ces 3 couleurs est en fait un mélange de celles-ci. Et donc un mélange de différentes longueurs
longueur d'onde. Mais bref, revenons-en au laser de Meyman. Comme je vous l'ai dit, l'une des extrémités est semi-réfléchissante, laissant échapper les photons obtenus par le dispositif en un rayonnement lumineux spatialement et temporellement cohérent, c'est-à-dire possédant des ondes aux caractéristiques identiques. Elles ne se dispersent donc pas, c'est pour ça qu'au bout, là où il y a le petit point, c'est un point précis, et formant un faisceau pouvant atteindre plusieurs centaines de mètres ou même des kilomètres en fonction de la puissance du laser. D'ailleurs, celui-là, ce serait sûrement des kilomètres. On se sert même désormais de laser pour mesurer la distance entre la Terre et la Lune, à l'aide de miroirs laissés sur place lors des missions lunaires. C'est juste fou en fait. Pourtant, quand Meyman il a montré son invention au public, même lui, il savait pas méga bien quoi en faire en fait. Et pourtant, aujourd'hui, il est absolument partout. Recherche fondamentale et appliquée, applications militaires, médecine, industrie, météorologie, optique, télécommunications, et j'en passe. Le laser a révolutionné un paquet de trucs. Après, j'imagine que vous vous demandez comment c'est possible qu'un rayon de lumière puisse mettre le feu à quelque chose ou découper du métal, par exemple. Pour bien comprendre, un petit truc. Rien de plus simple, sortez, vous mettre au soleil. Vous allez voir, la chaleur sur notre planète est en fait due aux photons solaires. Les photons solaires qui donc la bombardent à chaque instant. Un photon, c'est de l'énergie pure. Lorsqu'il entre en contact avec un atome capable de l'absorber, il lui transmet son énergie. Et hop, chaleur. Alors forcément, comme un laser, ça sert à concentrer un maximum de photons, tu vois, bah ça fait un faisceau d'énergie potentiellement très dangereux. C'est pas pour rien qu'on s'en sert carrément pour faire exploser des missiles en plein air, par exemple. Depuis le premier laser mis au point par Theodore Meyman, la technologie a encore évolué tout en gardant le principe de base d'émission stimulée. Et cherche autour de la fusion nucléaire. Mais ça, ce sera peut-être le sujet d'une future vidéo. Les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo, ce nouvel objet assez incroyable, ce laser surpuissant vous aura plu. Encore une fois, si vous avez des lasers, même un petit rikiki comme ça, faites très attention. J'ai mal prononcé rikiki, n'est-ce pas? Vous allez le mettre dans les commentaires, hein. J'ai dit rikiki. Même si vous en avez un tout petit comme ça, faites très attention avec. Alors, celui-là, on n'en parle même pas. Donc vraiment, méfiance. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette nouvelle vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la partager un maximum. Voilà, avec le petit pouce en l'air, le commentaire. Enfin bref, vous connaissez la chanson encore une fois. Merci à tous d'être restés jusqu'ici. Et moi, je vous dis à très bientôt, à la prochaine. Car la science n'attend pas.